Tom Cruise, alors, bon acteur ou juste une immense superstar? C'est la question qui revient tout le temps, même après des décennies de succès. Ah oui, ça divise toujours autant. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu le personnage. On a regardé des discussions sur Reddit, une analyse un peu académique de Cruise Inc., et puis des bouts de docu sur sa carrière, la scientologie, tout ça. L'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble, quoi. De comprendre un peu mieux les différentes facettes. Exactement. Alors commençons par l'acteur. Le talent, il est là ou pas? Ben, c'est ça le cœur du débat. Ses fans y mettent en avant sa longévité, sa capacité à remplir les salles. C'est indéniable. Et puis des rôles forts quand même. Oui, il n'a pas fait que de l'action. Pense à Magnolia, Collatéral, où il est glaçant, Entretien avec un vampire. Les stats, oui. Ou Né à 4 juillet. Voilà. Ou même les Grossman dans Tonnerre sous les tropiques. Complètement à contre-emploi. Hmm. Et puis il a été choisi par des réalisateurs. Piou. Kubrick, Spielberg, De Palma, Mann, Paul Thomas Anderson. Exactement. C'est pas rien. Ça, c'est un argument fort pour ceux qui défendent l'acteur. Oui, et puis il y a ce truc du physique, les cascades qu'il fait lui-même, sa façon de courir qui est devenue iconique presque. À ça, la course, il paraît même qu'il a bossé sa technique, qu'elle s'est améliorée depuis Collatéral, par exemple. C'est un engagement total. Mais est-ce que ça, plus les grands noms, ça suffit? Parce que les critiques, elles existent. On lui reproche quoi au fond? Ben, souvent la même chose, de jouer un peu toujours Tom Cruise. Le héros intense, un peu sûr de lui. Le manque de transformation radicale peut-être? Comparé à un Daniel Day-Lewis par exemple. C'est ça. Et puis certains choix de rôle qui collent pas physiquement. Le truc de Jack Reacher, sa taille est 1,60 m, ça revient souvent sur les forums. Ah oui, alors que le personnage est censé être un colosse. Voilà. Donc, est-ce que c'est une gamme limitée ou juste une maîtrise parfaite d'un certain type de personnage? Le débat est là. Intéressant. Et au-delà de l'acteur, il y a la machine derrière, Cruise Inc., comme dit l'étude académique. C'est marrant d'ailleurs qu'il soit si peu étudié sous cet angle économique vu le poids lourd que c'est. C'est vrai. Pourtant, la structure elle est super solide et constante depuis des années. C'est tout un écosystème, les agents de la CAA, genre Kevin Huvan, Grosse agence, oui. avec la commission qui va avec, genre 10%, c'est ça. Plus les managers, qui ont un rôle plus stratégique, eux, c'est plutôt 15%. Les avocats spécialisés, les publicistes. Il est passé de Rogers Cohen, très protecteur, à 42 West, plus ouvert aux réseaux sociaux. Et les gestionnaires de fortune, j'imagine. Bien sûr, tout est géré. Et il n'est pas juste géré, il est aussi producteur. Cruise, Wagner Productions, les First Look Deals avec Paramount pour Mission Impossible, c'était clé ça. Tout à fait. Ça lui a donné une base solide. Il s'implique dans le financement, avec des boîtes comme Skydance. Il a un contrôle créatif de plus en plus fort, surtout sur MI, avec Christopher McQuarrie maintenant. Une vraie machine de guerre quoi, ce qui explique peut-être pourquoi il a eu si peu de vrais flops en 40 ans. Même si c'est quoi un flop au juste? Bah oui, la règle du 2,5. Le budget, c'est une estimation, faut compter le marketing, tout ça. Mais c'est vrai, peu d'échecs cuisants, même si Edge of Tomorrow a eu du mal au début. Devenu culte après. Exact. Et le dernier Mission Impossible, bon, il a souffert face à Barbenheimer, et le budget post-Covid était énorme. On contrôle impressionnant donc. Mais qui dépasse le cinéma? Et là on arrive forcément à la scientologie. Inévitablement. C'est euh, central et très controversé. Il dit que ça l'a aidé pour sa dyslexie, introduit par sa première femme, Mimi Rogers. Et puis il y a ce statut présumé très élevé dans l'organisation, au numéro 2 parfois, les rumeurs de traitement de faveur. Oui, tout ça alimente la polémique. Et l'impact sur sa vie privée est énorme. Les divorces ultra-médiatisés, l'histoire autour du départ de Katie Holmes, l'éloignement supposé de sa fille Suri. Et professionnellement, ça a eu des impacts aussi, non? Ah oui, clairement. On a vu un changement dans sa communication publique. L'épisode du canapé chez Oprah, c'est resté. Et oui, ça a marqué les esprits. Sa rencontre avec Sarkozy en 2004, vue comme du lobbying, il y a eu des appels au boycott, des tensions avec Paramount, avec Spielberg même à un moment. Et en même temps, il reçoit des médailles de la scientologie. La Freedom Medal of Valor, oui. C'est Un engagement total là aussi. c'est ça qui est fou, ce paradoxe constant. 3 nominations aux Oscars, 0 victoire, 3 Golden Globes qu'il a rendus, En protestation contre la HFPA, oui. et à côté, Palme d'or d'honneur à Cannes, prix des producteurs, Spielberg qui dit qu'il a sauvé Hollywood avec Top Gun, Maverick, c'est déroutant. Complètement. Donc pour revenir à la question de départ, Tom Cruise, c'est tout ça à la fois. L'acteur dévoué à l'extrême, la star mondiale gérée comme une boîte, l'icône de l'action, et cette figure publique dont la vie est indissociable de la scientologie et des controverses. Alors,
Pour conclure, une petite réflexion. L'industrie mise de plus en plus sur les franchises, moins sur les stars, non? C'est la tendance, oui. Et la méthode Croze, ce contrôle total, le risque physique, le culte de la personnalité. Est-ce que c'est le dernier souffle de l'ère des superstars ou est-ce que c'est justement ça, ce modèle unique qui lui permet de durer contre vent et marée, défiant les analyses sur le déclin des stars? Bonne question. Est-ce que c'est un modèle dépassé ou un modèle qui résiste justement grâce à son unicité? La question reste ouverte.